Bienvenue ici en direct du 104 pour la Madi Keynote. Nous sommes le jeudi 1er février. J'espère que vous allez bien, vous avez bien dormi, vous êtes en forme et vous êtes prêts à partager avec nos intervenants qui sont ici nos savoirs, nos projections, la cité du futur, le transport de demain. Quel sera-t-il? C'est la question que nous allons nous poser. On n'est plus du tout dans la science-fiction. C'est demain qu'on imagine l'Hyperloop. C'est demain et c'est aujourd'hui même que l'on va parler de voitures autonomes. L'Hyperloop, c'était pas tout nouveau. Figurez-vous qu'en 1969, des Français et Allemands s'étaient déjà penchés un petit peu sur le sujet. Il avait été abandonné, ce projet, au profit du TGV que l'on connaît tous et qui a fait de la France le champion en la matière. On parle également de voitures autonomes avec des constructeurs qui nous font l'amitié d'être ici parmi nous. On parle également de navettes volantes. Alors parlons-en. Parlons-en avec Yann Arnaud qui représente la Massif. Merci. Bonjour. Yann. Bonjour à tous. Sophie Schmitlin, vice-présidente de l'innovation pour le groupe Renault, Nissan, Mitsubishi. Bonjour. Et puis notre explorateur, Jérôme Delafosse, réalisateur et explorateur. Les chefs d'expédition à bord d'Energy Observer, en l'occurrence, qui est donc le premier navire hydrogène et énergie renouvelable autour du monde. Alors, on va en parler dans quelques instants, mon cher Jérôme. Avant cela, présentation de Yann Arnaud, qui travaille pour le groupe de la Massif. Vous pilotez justement à la fois pour la Massif et pour la Fédération française des assurances les problématiques liées aux véhicules autonomes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce véhicule autonome, pour un certain nombre d'assureurs, évidemment, l'automobile, c'est quand même un produit qui est extrêmement important pour nous. Donc on est très attentif aux évolutions qu'il peut y avoir. Et puis au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de questions qui sont posées autour du véhicule autonome sur lesquelles à la fois la Massif, mais aussi l'ensemble de la profession, en fait, a envie de réfléchir, a envie de travailler. Donc c'est extrêmement important pour nous. C'est pour ça que c'est un groupe qui s'est formé il y a 2 ans, qui est extrêmement actif et donc qui essaye justement de se projeter dans le futur pour savoir ce qui va se passer, pour voir finalement les scénarios qui sont possibles. Et donc aujourd'hui, de façon assez claire, on commence à dégager des grandes idées forces. L'une des premières, par exemple, qui est importante par rapport à ce qu'on dira tout à l'heure, c'est de dire que pour nous, le véhicule autonome, il va probablement émerger sous 2 formes. D'accord ? Celle qu'on voit aujourd'hui, qui peuple nos journaux, qui est celui d'un véhicule premium, plutôt haut de gamme, plutôt aux alentours de 40 50 000 euros, etc. Et puis avec un utilisateur unique. Nous, on croit que globalement, ce qui fera son succès, et notamment le fait que beaucoup de gens, parce que c'est un point important, c'est son acceptation par la société, la confiance que les gens pourront mettre dans ce véhicule. Et nous, on pense qu'il y a un modèle qui va se développer sur lequel on est très attentif, qui est celui de la navette autonome partagée. Alors quand on dit navette, c'est pas forcément une navette minibus, ça peut être un véhicule individuel, mais globalement, ça va être un véhicule qui sera finalement un bien partagé dans une collectivité ou dans une entreprise ou toute autre forme. On va y revenir dans quelques instants. C'est parfait. Vous avez en face de vous le premier constructeur mondial, Renault, Nissan, Mitsubishi, 10,6 millions de véhicules vendus dans le monde. Sophie, vous êtes vice-présidente de l'innovation chez Renault. Et en 2016, au salon de l'automobile à Francfort, vous avez dévoilé le premier véhicule autonome Renault. Vous nous en parlez pour celles et ceux qui ignorent encore ce qu'est le Renault Symbioz. Oui, je vais y revenir un peu plus dans le détail. Effectivement, j'ai 2 rôles dans ce groupe. D'une part, celui de développer les technologies de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. Et nos points d'attention principaux sont le développement du véhicule autonome sous toutes ses formes, qu'il soit véhicule particulier ou bien transport collectif, le véhicule connecté et la mobilité électrique. J'ai un second rôle aussi qui est pour les marques du groupe Renault. Je suis responsable de ce qu'on appelle l'incubateur de marque, c'est-à-dire une entité qui regroupe d'une part l'ingénierie à laquelle j'appartiens, mais aussi le produit et les designers, et qui a la responsabilité de faire émerger les nouveaux concepts des futurs véhicules en utilisant les technologies développées par l'Alliance mises à disposition de chacune des entreprises. Et enfin, j'ai aussi la responsabilité d'un nouvel outil de développement qu'on promeut beaucoup dans l'automobile et ailleurs, ce qu'on appelle l'open innovation. Donc, en particulier, nous avons 3 centres d'open innovation principaux qu'on a ouverts dans le monde. Le plus important est en Silicon Valley. On en a ouvert un également à Tel Aviv, en Israël. Et nous en avons un à Paris, au Square, pour lequel nous venons de conclure un événement sur lequel je vais revenir juste après. Alors parlez-nous de Renault Symbioz, c'est devenu enfin réalité. On va pouvoir se transporter dans une voiture avec
une voiture qui fait le travail pour nous-mêmes. Donc Symbiose, effectivement, c'est un programme d'innovation qu'on a mené en 2 ans sous une forme complètement nouvelle qui est en fait la projection sous forme de démo-car d'un véhicule qu'on envisage à l'horizon 2023 et qui préfigure le véhicule autonome connecté et électrique qui va donner une nouvelle expérience de conduite au conducteur et à son équipage. On a développé ça sous forme d'open innovation avec des partenaires principaux. On y reviendra après, mais il y a plusieurs niveaux effectivement dans ce véhicule autonome. Le niveau 4 qui consiste effectivement sur des routes bien identifiées, hein, de pouvoir laisser le véhicule rouler à notre place. Tout à fait. C'est un véhicule dit autonome niveau 4, c'est-à-dire il est mind-off, c'est-à-dire qu'on peut rouler, en l'occurrence là c'était sur autoroute en Normandie, les mains et les yeux fermés, et l'esprit ailleurs, capable de finalement profiter d'un moment auparavant dédié à la conduite, mais pour soi. Alors on va passer également avec notre explorateur qui lui a une idée brillante. Il s'est inspiré, je le pense, je ne sais pas, hein, mais peut-être de Solar Impulse dans l'aérien pour éventuellement proposer la même chose dans le maritime, c'est-à-dire de proposer un bateau qui va solliciter les énergies nouvelles pour pouvoir faire le tour du monde, parce que votre projet c'est de faire le tour du monde avec Energy Observer sans laisser de traces. Ouais, on va dire de traces carbone. Carbone, voilà, ça oui. Alors c'est un petit peu différent. On va dire qu'avec Bertrand Piccard de Solar Impulse, on partage bien évidemment des valeurs d'un futur plus propre et puis évidemment d'une autonomie énergétique, mais on va dire que le projet est quand même assez différent dans le sens où on n'est pas du tout sur une seule et même technologie, mais véritablement sur le fait de réconcilier justement toutes les technologies. Aujourd'hui, quand on parle de mobilité électrique, on oppose souvent la batterie à l'hydrogène. Là, l'idée justement, c'est de réconcilier tant les énergies renouvelables, puisqu'on a des panneaux solaires à bord, des éoliennes à axe vertical et également un mode hydrogénération avec nos moteurs qu'on inverse. Et puis évidemment, pour le stockage, nous, on a opté pour un stockage hydrogène, parce qu'on souhaite, nous aussi, c'est être autonome en utilisant notre surplus d'énergie pour le stocker, donc avec une chaîne de production complète d'hydrogène à partir de l'eau de mer, donc de l'hydrogène décarboné dans des bouteilles à 350 bars. Et puis ensuite, dès qu'on en a besoin, on l'envoie dans nos batteries. Et donc on a aussi des batteries de servitude et des batteries de puissance pour la propulsion du bateau. Voilà, donc c'est vraiment un smart grid flottant, qui préfigure, on va dire, un autre modèle énergétique. Et bien évidemment, ce modèle-là, nous, on en parle pour la mobilité, mais également pour, si on arrive nous à faire le tour du monde, ce qu'on souhaite faire pendant 1 an, on pourra évidemment adapter ces technologies à terre dans un immeuble, un quartier, une ville. Et justement, vous parliez d'adaptation de cette technologie. Vous êtes dans la vidéo de présentation de votre projet un laboratoire technologique, et c'est pour ça que beaucoup de partenaires vous ont rejoint, parce que ce que vous allez vivre avec cette expédition, vous allez pouvoir l'appliquer après dans notre monde. Évidemment, voilà, c'est vraiment le but. Hein. C'est ce qui est intéressant aujourd'hui, et même au niveau de la mobilité. Quand on parle de voitures aujourd'hui électriques ou hydrogène, et que si on parle d'autonomie, en tout cas énergétique, ce qui est intéressant, c'est qu'elle vient aussi se rattacher à l'habitat. Aujourd'hui, nous, notre bateau, c'est une plateforme qui se déplace, mais qui pourrait être aussi considérée comme une maison et une voiture en même temps, puisque c'est donc le bateau qui produit l'énergie qui va servir à le propulser. Demain, on peut imaginer que des voitures, par exemple, qu'elles soient hydrogène ou bien évidemment avec des batteries électriques, pourraient être rechargées par une maison à énergie positive. Voilà. Donc c'est vraiment un système d'énergie assez vertueux qui peut finalement être adapté un petit peu partout. Voilà. Nous, on y a rajouté évidemment le sel de l'aventure, de la mer et de l'extrême, bien évidemment, qui est aussi ce qui nous fait vivre Victorien Russard, donc le capitaine, et moi-même. Pour cela, il faut des partenariat stratégique, et c'est votre cheval de bataille. Vous, mon cher Yann, vous pensez que justement, pour pouvoir avancer dans cette technologie-là, il faut qu'on puisse se concerter. C'est votre rôle au sein de la FFA, et vous avez aussi un constructeur en face de vous. Vous pouvez discuter avec. En fait, ce qu'on pense, c'est globalement, on n'est pas du tout inquiet, nous. Enfin,
c'est votre travail, mais on n'est pas du tout inquiet sur le fait qu'à un moment, il va y avoir de la maturité technologique et qu'on saura faire les choses en hydrogène, sur le véhicule autonome, etc. On n'en est pas encore à un véhicule qui roulera en pleine nuit sur une départementale de Corrèze. Il faut quand même rester clair avec ça. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des usages qui rentrent très vite, l'autoroute, l'embouteillage, la voie spécifique pour ces véhicules-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire, donc ça veut dire qu'il y a encore une marge forte de R&D. Mais globalement, ce qu'on dit, c'est que ce n'est pas forcément le bout de l'histoire. On a un exemple très clair qui est celui du véhicule électrique. Véhicule parfaitement au point technologiquement, aucun souci, etc. Sauf que il y a des questions que se posent les consommateurs. Et au moment du choix de dire thermique ou électrique, comme on n'a pas apporté un certain nombre de réponses assez probantes aux finalement consommateurs, ils ne font pas ce choix-là. Et donc, on est en train de relancer la filière électrique et le véhicule électrique. Mais le souci, c'est qu'il y a des questions qui sont très, très prosaïques, d'accord, qui sont posées par les consommateurs au moment du choix, qui ont été pendant longtemps l'autonomie. Bon, puis finalement, les gens se sont dit, oui, on devrait y arriver. Il y a un problème sur lequel aujourd'hui beaucoup de gens se posent encore des questions, c'est la valeur de revente. Bon. Et donc j'investis dans un capital, combien je vais pouvoir en retirer dans quelques années quand je voudrais changer. Et donc globalement, ce qu'on dit sur le véhicule autonome comme sur le véhicule hydrogène demain, c'est si on ne prend pas en compte toutes ces questions et si finalement l'ensemble de l'écosystème n'est pas associé à la démarche, on aura un véhicule qui sera prêt, on aura un véhicule qui sera sur étagère. Le problème, c'est qu'on n'aura peut-être pas grand monde pour l'acheter. Et donc, il y a intérêt, nous, c'est ce qu'on plaide, et pas simplement en tant qu'assureur. On n'est pas dans une logique corporatiste, on est juste en train de dire, il y a des acteurs qui apparaissent aujourd'hui de second rang par rapport à la problématique. Pas du tout, ils sont au cœur parce que c'est tous ces gens-là qui devront amener des réponses aux consommateurs. Le consommateur va se poser à un moment la question de la fiabilité. D'accord ? Le véhicule autonome, la tolérance vis-à-vis d'une erreur de la machine, même si c'est un petit incident, sera nulle. Ça élimine pas le risque. Alors pour vous, en tant qu'assureur, il y aura toujours, entre guillemets, malheureusement, des accidents ? Oui, alors il faut se méfier effectivement des raccourcis. On entend beaucoup dire, par exemple, 80% des accidents constatés sont dus au conducteur. On enlève le conducteur, donc il ne reste plus que 20% des accidents. C'est un syllogisme. C'est-à-dire c'est 80% des accidents constatés. Combien sont évités par le conducteur ? Et donc la vraie question pour nous n'est pas de dire on est très heureux en tant que et on ne se sent pas du tout menacé en tant qu'assureur si la sinistralité baisse. Moi je suis très content s'il y a moins de gosses blessés sur la route. Le seul truc c'est de dire finalement comment on va y aller. Dans cette période assez longue, en plus je dirais de mix où il y aura des véhicules classiques et des véhicules autonomes qui vont peut-être amener une autre forme de sinistralité. Et les questions qui sont posées, c'est finalement toutes ces questions-là, nous on se les pose, les gens se les posent, et il faut apporter des réponses extrêmement précises et claires là-dessus. Combien d'accidents peuvent-ils être justement évités par l'automobiliste ? C'est aussi le nerf un petit peu de Renault Symbiose, parce qu'avec un niveau 4, on peut à la fois conduire cette voiture, et également laisser la voiture se conduire tout seul. C'est-à-dire qu'on peut rattraper à tout moment si la voiture est conduite toute seule et que effectivement elle prend un mauvais chemin et qu'elle fonce tout droit vers un mur, le conducteur peut entre guillemets la rattraper. C'est ça la promesse ? La promesse, c'est que la conduite est déléguée à la voiture. Le conducteur est mind off, c'est-à-dire qu'il a l'esprit libre. Bien évidemment, ça suppose un développement de la robustesse et une démonstration de la sécurité. La sécurité, elle va quand même être partagée à la fin, puisque ce véhicule va être en connexion avec les infrastructures. Si on projette ce type de modèle de mobilité en ville avec des véhicules, des navettes robotisées, là aussi il y aura des opérateurs de mobilité, et donc la responsabilité n'incombera pas qu'aux constructeurs, elle incombera aussi à l'infrastructure et aux opérateurs de mobilité dans le futur. Et vous, Jérôme, par rapport à Energy Observer, il va être très propre, ce bateau, mais pourra se conduire tout seul, par exemple ? Nous, on a déjà un pilote automatique. Déjà un pilote automatique. Voilà, donc, on navigue sans rien programmer. Alors bien sûr, on sait qu'effectivement la technologie. Aujourd'hui en mer, on n'a pas évidemment les mêmes problèmes que sur la route. C'est aussi tout l'intérêt. C'est aussi, je pense que pour ça que j'ai choisi cette vie, parce que ce matin, je me suis retrouvé, derrière toutes les livraisons de Paris. Donc j'étais heureux de venir parler de mobilité. Non, en mer, on n'a pas ce problème-là. Évidemment, quand on arrive à l'approche des côtes, on va toujours on va être très vigilant, et à ce moment-là, de toute façon, il y a toujours quelqu'un. Nous, au quart, on laisse jamais le bateau naviguer. Et par rapport à l'expérience que vous avez, justement, par rapport à cette navigation
automatique. Ça existe déjà depuis très longtemps, on le sait, mais dites-nous un petit peu justement cette coordination entre l'homme et la machine. Nous c'est simple, on n'est jamais mind-off en mer. Voilà. Il y a toujours quelqu'un sur le pont qui, voilà, on fait des quarts, hein, donc on va tous prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures de quart, selon l'équipage qui est à bord. Voilà, et donc on est tout le temps là, on regarde. Donc évidemment, on peut voilà, faire autre chose un petit peu en même temps, mais on a toujours un œil sur la route parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un petit bateau qui débarque au milieu de nulle part. Voilà, donc nous, notre priorité aujourd'hui, c'est voilà. Après, je pense que c'est aussi agréable. Voilà, on peut soit conduire, soit être sous pilote automatique. Nous, on aime bien aussi parfois être à la barre du bateau. Il y a un sentiment aussi de liberté encore plus accrue. Je reviens sur Symbiose, partenariat stratégique, on en parle avec Yann. C'est le cas effectivement avec Renault, 6 partenariats en Open Innovation. Oui, effectivement, Symbiose, c'est une nouvelle façon de travailler. L'objectif, c'était de s'entourer de partenaires pour booster notre créativité. Donc et de les faire travailler dans un endroit unique. Donc on a finalement dédié un endroit chez Renault qu'on a appelé tout simplement le garage, dans lequel se trouvaient les équipes de Renault, mais les équipes des partenaires, donc en particulier LG, avec qui on a développé toute l'interface de communication, interface homme-machine, et les services, puisque notre concept c'était d'avoir une voiture autonome connectée à sa maison aussi, et à l'infrastructure et aux passagers. Avec De Vialet aussi, pour lequel on a développé une expérience sonore à bord, avec IAV, avec qui nous avons développé le véhicule autonome, avec TomTom pour le système de navigation, avec la SANEF pour le développement de la connexion avec l'infrastructure. Parce que dans Symbiose, alors vous avez un partenariat avec Ubisoft. Quand Ubisoft, on laisse la voiture se piloter toute seule, on est avec un casque immersif. Ça, c'est vraiment ça, c'est le paroxysme de la démonstration du Minds-Off. C'est avec Ubisoft, on a développé une expérience de réalité virtuelle avec des lunettes de réalité virtuelle qu'on chausse à bord du véhicule en ayant lâché le volant. Donc ça, et finalement, la voiture, on va vers la voiture volante parce que finalement, au travers de cette expérience de réalité virtuelle, on se projette dans l'espace. Alors l'évolution. Moi, si je peux revenir juste sur ce que vous me posez comme question, c'était nous le côté Mind-Off, si vous voulez, c'est sur justement la gestion des énergies à bord. C'est-à-dire que nous, on doit piloter le bateau, mais après, on a vraiment un automate qui va gérer tout le système énergétique, c'est-à-dire l'équilibre entre les différentes énergies, donc que ce soit solaire, si on lance la pile à hydrogène, voilà. Donc, et ça, là-dessus, il n'y a plus rien à gérer. Il n'y a plus rien à gérer. Et ça, c'est vraiment, on va dire, la grande nouveauté sur ce bateau, c'est-à-dire que c'est vraiment l'idée, c'est d'avoir un bateau où on tourne les clés avec un système assez complexe et énergétique à bord, mais voilà, sans que ça soit plus un problème. Donc aujourd'hui, on navigue avec des ingénieurs. Demain, on naviguera avec un équipage. Parlez-nous de cette expédition parce que vous partez pour 6 ans, c'est ça, à la rencontre de celles et ceux qui justement. Alors nous, si vous voulez, on a cette démarche de vouloir passer du constat finalement à l'action. On ne veut plus être culpabilisant. On veut montrer qu'un autre futur est possible, beaucoup plus optimiste. Donc on souhaite être les artisans de cette histoire, voilà, qui est en train de s'écrire aujourd'hui. Et voilà, où les choses changent très très vite. Et bien évidemment, 6 ans autour du monde, c'est aussi pour aller voir tous ces gens, celles et ceux, ces pionniers qui sont en train de réinventer donc ce monde de demain, c'est-à-dire qui réinventent l'agriculture, l'économie, évidemment l'énergie, aussi trouver des solutions pour préserver la biodiversité. Voilà, donc c'est 6 ans d'expédition. C'est une sorte de calypso des temps modernes. Voilà, mais on n'explore plus, on va dire, pour voilà, conquérir des territoires, mais plutôt pour voilà, aller à la rencontre des autres et surtout trouver des solutions et les partager voilà, avec le plus grand nombre. Parenthèse digitale pour celles et ceux qui nous suivent et qui sont dans la salle, qui souhaitent poser des questions. Vous pouvez les poser, bien entendu, avec le hashtag MK2018. Et puis, on salue également tous les internautes qui nous suivent sur le site de la Madi Keynote. Vous pouvez également, bien sûr, poser vos questions à nos intervenants avec le hashtag. Je regarde d'ailleurs sur Twitter toutes les questions pour les poser d'ici 5 petites minutes. Mais avant cela, vous le savez, l'évolution du marché redistribue les cartes. Je pense au GAFA, la Google Car. Hein, si Google voilà, commence à lancer une voiture autonome, c'est pas pour industrialiser des voitures autonomes, c'est pour maîtriser l'environnement. On a également, bien sûr, de la recherche et du développement chez Renault, puisque si on arrivait à faire une voiture autonome, c'est qu'on est capable de la faire. Chez les assureurs, on se rend compte qu'il y a maintenant de nouvelles solutions en assurance, des véhicules qui sont assurés au moment où on roule, avec une application qui permet bien voilà, d'être assuré en temps réel et plus sur un contrat d'assurance que l'on a l'habitude de signer. Vous en pensez quoi tous les deux ?
En fait, globalement, ce que ça dit, c'est que le métier de l'assurance, qui est souvent considéré comme extrêmement rigide, ancien, etc., c'est un métier qui évolue en permanence dans ce qu'il propose aux assurés. Et globalement, ce qu'attendent les assurés aujourd'hui, enfin les assurés au sens large, finalement les consommateurs, c'est de la couverture, c'est de la protection, c'est même aujourd'hui de plus en plus du confort d'utilisation, d'accord ? Et confort d'utilisation, ça veut dire qu'on doit leur apporter des solutions opérationnelles, d'accord, dans des situations qui étaient considérées peut-être il y a quelques temps comme des situations pas très graves, sur lesquelles on pouvait s'accommoder. Et aujourd'hui, les gens attendent ça. Donc ça veut dire que notre métier, il évolue aussi beaucoup de passer de l'assurance pure à la partie servicielle. Mais ce qui est important, c'est bien aussi de faire le point sur qu'est-ce qu'il y aura à assurer demain. Et ce qu'il y aura à assurer, c'est probablement, encore une fois, plutôt que des individus, des systèmes, d'accord, puisque, par exemple, nous, le pari qu'on fait quand on a assisté notamment aux Assises nationales de la mobilité, c'est qu'on a vu des collectivités locales qui étaient extrêmement impliquées dans le véhicule autonome. Pourquoi ? Parce que ces collectivités locales qui mettent en place des transports en commun, tout un tas d'infrastructures de transport, elles s'aperçoivent qu'il y a des endroits, d'accord, où elles ne peuvent pas apporter de solution. Et puis il y a aussi des populations qui aujourd'hui n'ont pas de solution, les handicapés, les seniors qui sentent que physiologiquement il faut qu'elles arrêtent de conduire, etc. Donc finalement, toutes ces nouvelles populations, le véhicule autonome, et c'est ça qui nous intéresse beaucoup, c'est des gens qui, globalement, demain, peuvent trouver une solution dans le véhicule autonome, pas en remplacement de choses, et donc on n'est pas en train de parler de perte d'emploi des chauffeurs de bus, on est juste en train de dire que le véhicule autonome demain, dans une acceptation, je dirais, de véhicules partagés, etc., peut apporter des nouvelles solutions d'inclusion sociale, d'inclusion géographique, etc. Et quand on pousse le raisonnement, ça va très très loin, puisqu'on se dit aujourd'hui, les communes rurales n'ont même pas d'infrastructures souvent existantes pour emmener les gens, et donc si demain, une commune rurale souhaite mettre en place, par exemple, un système de transport pour emmener les gens au marché, les populations isolées, le problème c'est qu'il va falloir payer des gens pour organiser ça, et les communes ne peuvent pas se le permettre. Alors que si globalement on passe sur un véhicule où la charge n'est juste qu'une charge d'investissement au départ, et ensuite effectivement, comme le disait Sophie, il y a quand même de la supervision, il y a quand même tout un tas de choses qu'il faut mettre en place, mais on est quand même sur des choses qui sont économiquement viables pour les... Alors ça veut dire que globalement le marché il est énorme, et donc notre travail d'assureur, ça va bien être d'aider à ce que tout ça émerge et pas simplement sous une forme unique, et deuxièmement aussi d'apporter des solutions assurantielles et services pour ces nouveaux usages. Donc c'est pour ça qu'on est très impliqué, parce qu'on sait que notre métier va changer. Ça nous inquiète pas du tout, hein. On n'est pas du tout en train de se dire voilà, véhicule autonome égale moins de business. Non, un assureur, lui, il touche des primes pour payer des sinistres. Donc à un moment, s'il y a moins de sinistres, il touchera moins de primes, mais globalement, c'est pas le point fondamental. Sophie, pour Renault, je parlais des GAFA qui redistribuent les cartes parce que leur objectif, c'est bien sûr de maîtriser l'environnement de cette voiture autonome. Il faut aborder les choses avec beaucoup d'humilité. Ce qu'on a devant nous, c'est une complexité importante pour développer ces nouvelles technologies et ces nouveaux modèles de mobilité. Chacun a des points forts. Les constructeurs arrivent avec un savoir-faire important dans le domaine de la production à gros volume, avec une qualité maîtrisée, avec des contenus technologiques déjà maîtrisés aussi. Les GAFA arrivent avec aussi leurs atouts technologiques. Chacun a besoin de l'un et de l'autre, et de toute façon, on n'arrivera pas à développer ces solutions sans partenariat. Donc bien évidemment, on s'envisage comme partenaire. Partenariat plus large alors avec des assureurs par exemple, parce que pour l'instant les partenariats, on va dire, ils sont dans la voiture, mais ils ne sont pas hors de la voiture. C'est ça l'avenir ? Ils sont dans la voiture, bien sûr. Oui, ils sont dans la voiture, mais là, en l'occurrence, il faudra peut-être pousser les partenariats avec notamment peut-être Yann. Ah, bien sûr, mais nos partenariats sont très très larges. On a des partenariats avec les GAFA, aussi avec les acteurs de la mobilité. Par exemple, on a un partenariat qu'on a entamé depuis quelque temps avec SANEF, avec qui on fait des flottes d'apprentissage de la mobilité partagée sur des opérations de robots véhicules. Yann, vous avez un mot, puis je remarque. Ouais, je voulais juste en fait dire qu'il y a bien un sujet sous-jacent sur lequel effectivement vous mettez le doigt dessus qui est extrêmement important, c'est celui de la donnée, d'accord ? Et globalement, on sait tous que c'est globalement l'ordre de demain, c'est l'enjeu, et donc il faut être très vigilant là-dessus, parce que ça veut dire que finalement sur quelque chose qui est la mobilité, qui occupe une part super importante de notre vie quotidienne, maîtriser la donnée de mobilité, c'est aussi maîtriser un champ économique qui est extrêmement large. Donc tout le monde doit être vigilant pour dire. Effectivement, on peut avoir des partenariats, effectivement, on peut. Mais là où
les GAFA ou d'autres, parce qu'aujourd'hui on pense beaucoup GAFA côté américain, il faut aussi réfléchir à tout ce qui est en train de se développer en Chine, globalement autour du véhicule autonome, avec des acteurs qui sont quand même majeurs, d'accord, qui ont un champ d'expérimentation en plus qui est relativement énorme. Et là où il faut être extrêmement prudent, c'est qu'il faut que ces données, qui sont finalement un bien commun, qui appartiennent d'abord aux conducteurs, mais globalement qui profitent à tout un écosystème, puissent continuer à être relativement libre d'accès, et je ne dis pas qu'il ne faut pas tenir compte de l'effort que font les constructeurs, par exemple, pour générer une partie de ces données. Hein. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire on met au pot commun. Je suis simplement en train de dire qu'il faut faire très attention à ça, parce qu'il y a des questions de souveraineté aussi qui se posent. C'est-à-dire que si à un moment, la donnée demain, elle est maîtrisée par un acteur qui s'appelle Google ou un autre dans un pays, d'accord, ça veut dire que d'une certaine manière, toute l'industrie française qui peut se développer, toutes les applications, tout globalement l'écosystème qui peut se développer, il sera dépendant d'une ressource qui viendra de l'extérieur. Donc c'est extrêmement important qu'on soit tous vigilants, et les pouvoirs publics aussi, sur le fait de réguler les choses. Jérôme, si on doit industrialiser le bateau que vous êtes en train d'imaginer, comment vous voyez cette phase-là? Puis il faut se dire quand même qu'avant cela, Solar Impulse, ce sont 13 années de terrain, hein, 2003-2016. Vous partez pour 6 ans, mais Solar Impulse, ce sont des échecs avant de trouver la voie de la réussite. Bien évidemment, et de toute façon le véhicule autonome a mis longtemps aussi à se développer et ne sera pas donc demain sur les routes encore. Véhicule autonome 2023 pour Renault, c'est quand même demain. C'est demain, voilà, mais nous dans 2023 on aura terminé notre tour du monde si vous voulez. Donc voilà, ça reste quand même des échéances qu'on partage tous. Non, nous, ce qui est intéressant, c'est vraiment les partenariats. Nous, c'est vraiment, ça a été un enjeu clé de la création, de la conception de ce navire. On a d'abord travaillé, c'est un projet au départ assez made in France. On a travaillé avec le CEA, le laboratoire du Liten, qui a été le maître d'œuvre en gros de toute la technologie. Après, on a eu des partenaires industriels qui nous ont apporté beaucoup, notamment, je pense à Prysmian, à travers sa filiale Draka Fileka, qui nous a fourni en câble, il nous a fourni en câblage extrêmement aéronautique, extrêmement léger, qui nous a permis un gain de poids considérable. Et puis, on a eu aussi Air Liquide qui nous a beaucoup aidé pour l'hydrogène et qui est également partenaire du projet. Voilà, donc c'est vraiment, et aujourd'hui on travaille donc avec Toyota, nous, sur toute la partie, évidemment, qui sont évidemment engagés dans l'hydrogène, mais voilà, nous, c'est vraiment un projet qui fonctionne de plus en plus à travers ce réseau de partenaires. Voilà, c'est pas juste un bateau qui a des noms de partenaires sur sa coque. Et combien coûte ce projet d'ailleurs? C'est un projet qui a coûté aujourd'hui, c'est un bateau qui a coûté à peu près 5 millions d'euros. 5 millions d'euros, c'est peu. Au final. C'est assez peu. Non, mais c'est peu. Voilà. Il a fallu les trouver. On est quand même. Yann, ça le fait rire, mais c'est peu finalement 5 millions d'euros par rapport à ce que vous proposez. Bien sûr. De promesses. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, c'est un projet il y a 5 ans qui faisait sourire presque. D'accord, c'est un bateau qui était donc un bateau autonome avec de l'hydrogène. C'était un moment Vous étiez un fou écolo, c'est ça? C'est-à-dire quoi, on était encore un peu des extraterrestres, et donc voilà. Et petit à petit, le rapport à l'hydrogène, depuis ces 2 dernières années, a énormément changé. Le rapport de l'industrie, il y a eu l'Hydrogen Council qui s'est créé à Davos, qui rassemble des grandes multinationales autour justement de ce nouveau vecteur énergétique. Et voilà, nous on a commencé ce projet. Donc c'est Nicolas Hulot qui nous avait guidé vers l'hydrogène, qui avait guidé d'ailleurs Victorien vers cette idée de l'hydrogène et de la mixité énergétique. Et on a vu vraiment donc c'était un projet assez empirique. Et puis on a rencontré des grands acteurs de l'énergie qui semblaient finalement partager notre vision de ces réseaux énergétiques de demain. Et voilà, donc et là aujourd'hui c'est un projet qui est plus que pris au sérieux, parce que c'est un projet qui est financé et qui est en partie financé, parce qu'on n'a pas encore bouclé tout notre tour de table, mais voilà, qui est pris très au sérieux et qui préfigure vraiment en tout cas une vision très nette des réseaux énergétiques de demain. Merci Jérôme. Il nous reste 2 petites minutes. Alors j'avais une dernière question, mais je ne la poserai pas, car le public a envie d'en poser. Je suis sûr que certains d'entre vous ont des questions à poser à nos 3 intervenants. Qui va se lancer pour la première question de cette table ronde? Madame, on va peut-être faire passer un micro. Peut-on faire passer un petit micro? Celui, voilà. Effectivement, le sujet de la table ronde était mobilité et demain. Donc, oui. On a pas mal abordé, vous avez pas mal abordé le sujet de l'autonomie.
L'autonomie des véhicules, justement, va nécessiter énormément d'énergie à bord des véhicules. Effectivement, comme le disait Jérôme, moi je travaille pour Air Liquide, donc on développe les solutions hydrogène. Et j'aimerais connaître votre avis sur justement l'apport de la solution hydrogène dans le cas de ces véhicules qui vont avoir besoin énormément d'autonomie versus justement l'électrique, puisqu'aujourd'hui, alors c'est pas un combat électrique contre hydrogène, hein, ça sera sans doute en partie les deux solutions, mais justement, quel est votre point de vue en tant que justement constructeur automobile ou assureur sur ce point très particulier de l'alimentation en énergie du véhicule autonome? Je pense que les deux technologies ont une caractéristique commune qui est la problématique du réseau de distribution. Il y a le stockage, deux problématiques en fait partagées, c'est le stockage et la distribution. Dans les deux cas, il y a des investissements très importants qui sont nécessaires. Je pense qu'il faut être réaliste en disant que probablement les deux investissements ne seront pas faits pour chacune des technologies, probablement. Donc il semble que les choses soient parties pour le véhicule électrique en termes de déploiement des infrastructures. En France, l'hydrogène, ça sera une alternative qui est un peu moins avancée aujourd'hui, mais qu'on continue à regarder. La réponse que j'apporterai, c'est finalement, on voit qu'on a deux solutions performantes. Donc la question qui est posée, c'est laquelle va s'imposer? Ben justement, moi je voudrais revenir à ce qu'on disait. C'est si celle qui s'imposera, c'est celle qui apparaîtra aux yeux du consommateur comme la plus simple à gérer au quotidien. Et donc ça veut dire que, Sophie le disait tout à l'heure, il y a un point qui est fondamental, c'est le véhicule mais l'infrastructure qui est autour. Si on arrive à mettre en place, je le dis, une infrastructure qui permet aux gens de se dire, bah oui, ça consomme de l'énergie, je vais être obligé de faire des recharges par exemple assez régulières, mais ça sera sécurisé, je ne serai pas obligé de me salir les doigts. Bref, si on pense tout cet écosystème autour du véhicule, d'accord, au niveau de l'hydrogène comme au niveau de l'électrique, bah finalement, le consommateur fera le choix de qu'est-ce qui perturbe le moins ou qu'est-ce qui facilite mon quotidien. Et donc c'est pour ça qu'il est extrêmement intéressant. Moi, dans l'expérience que je vois, c'est que c'est une mise en œuvre opérationnelle. Et on a besoin, dans tout ce qui est le véhicule autonome, de passer du PowerPoint, d'accord, de passer des études ou des livres blancs sur le sujet à de l'expérimentation. Parce que c'est là où on verra le point que personne n'a vu sur le fait de dire oui, peut-être que... Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est beaucoup trop tôt pour dire quelle solution s'imposera. Il y en aura peut-être qui seront privilégiés par les acteurs industriels. Mais ce qui est important, c'est que si, encore une fois, on ne pense pas à ce que le consommateur va vivre demain comme expérience à travers telle ou telle énergie, eh ben on passera à côté du sujet. Ah bon, je ne réponds pas à votre question. Ben moi, je ne suis pas spécialiste du sujet en termes de technologique, donc je peux pas. Et c'est pour ça que Yann va peut-être répondre, parce que lui, l'objet de ses recherches, c'est justement de se servir des énergies renouvelables. Alors nous, c'est vraiment, ça fait partie aujourd'hui des obstacles, voilà, à abattre, hein, des verrous à faire sauter. Nous, on a commencé, on arrive à naviguer en autonomie. Voilà, après, aujourd'hui, on n'a pas encore traversé d'océan, donc on fait des vraies navigations. Là, on a fait 4000 milles cette année en autonomie. Maintenant, ce qui est très intéressant, en tout cas, moi, ce que je peux apporter aujourd'hui comme réponse à ça, c'est qu'effectivement, on a besoin de beaucoup d'énergie. On a vraiment un système énergétique qui est énergivore. Voilà, mais après, nous, on est toujours aussi dans ce rapport poids-puissance. Nous, en mer, l'hydrogène, c'était essentiel parce qu'effectivement, on a un système global qui fait 3 tonnes, qui pèse 3 tonnes. On aurait dû avoir quasiment 15 ou 20 tonnes de batterie, voilà, qui aurait ralenti considérablement le bateau. Donc, mais bon, très clairement, moi, je partage cet avis du fait que, voilà, en tout cas, il n'y a pas de... Il n'y a pas une solution, il y a plusieurs solutions ensemble. Mais clairement, Dominique a posé vraiment une question qui est cruciale dans ce secteur. Pour compléter, effectivement, dès qu'on rajoute des fonctionnalités supplémentaires, ça induit souvent des consommations électriques supplémentaires. Mais dans une perspective d'électrification massive des véhicules, on a aussi le déploiement du Vehicle to Grid qui permettra d'exploiter l'énergie renouvelable et de la stocker dans les batteries des véhicules. C'est-à-dire que les véhicules ne seront plus uniquement des consommateurs d'énergie électrique apportés par le réseau. Ils pourront faire la fonction de stockage et de restitution au réseau de bord, au réseau électrique national. Et donc, on va pouvoir exploiter l'énergie renouvelable
qu'aujourd'hui, en tout cas, on ne sait pas stocker. On pourra utiliser les véhicules comme stockage de l'énergie renouvelable. Et nous, on se rend vraiment compte qu'il y a un gaspillage hallucinant. C'est-à-dire que nous, notre bateau, en quelques jours, on stocke 2 mégawatts d'hydrogène. D'accord ? Donc, en revanche, pour produire ces 2 mégawatts, il nous en faut 4,5. Mais c'est de l'énergie qui autrement n'est pas utilisée. Donc on a quand même, dans tous les cas, voilà, voilà, pour nous en tout cas, c'est plus intéressant que d'aller produire à partir d'énergie fossile. Mais ce qui est certain, voilà, c'est que le véhicule à énergie positive, la maison à énergie positive, c'est ça l'avenir, quoi. Merci Jérôme. On va devoir conclure cette discussion passionnante puisque nous attend la prochaine table ronde. Je vous remercie Jérôme, je vous remercie Sophie, je vous remercie Yann et vous allez pouvoir bien sûr, s'il vous plaît, les applaudir pour ce partage de connaissances, ces projections qui, on l'espère, verront le jour. Elles verront le jour déjà avec Renault pour 2023 et Renault Symbioz. Merci infiniment, merci à vous. On se retrouve bien sûr après cette discussion pour poursuivre les échanges avec ceux et celles qui seront ici parmi nous.